Sois là à 7 heures pile, mets ton costume bleu et, pour l'amour de Dieu, ne mentionne pas ton travail dans le domaine caritatif. Mon père déteste ce genre de choses. Le message d'Emma était encore affiché sur l'écran de mon téléphone portable, tandis que je roulais sur l'autoroute menant au quartier le plus cher de Miami. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant, non pas de nervosité, mais d'une colère contenue que je m'efforçais de dissimuler. Je m'appelle Jim, j'ai 32 ans, et dans 40 minutes, je dînerai avec l'homme le plus puissant du secteur immobilier en Floride. Un homme qui, selon ma petite amie depuis 2 ans, jugeait les gens en fonction de leur compte en banque et de leur code postal. La jauge d'essence clignotait en rouge depuis 15 kilomètres. Merde. J'étais tellement nerveux à propos du dîner que j'avais complètement oublié de faire le plein. La première station-service que j'ai aperçue avait un panneau néon qui clignotait « Shell » dans le ciel orange du coucher de soleil. Je me suis arrêté près de la pompe et j'ai commencé à faire le plein, en vérifiant obsessionnellement ma montre. 6h15. J'avais encore le temps. Le costume bleu marine qu'Emma avait insisté pour que j'achète me serrait les épaules, et la cravate ressemblait à un nœud autour de mon cou. Tout cela pour impressionner un homme qui avait déjà décidé de me détester avant même de me connaître. C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi. « Excusez-moi, jeune homme. Pourriez-vous m'aider ?» Je me suis retourné et j'ai vu un monsieur aux cheveux blancs, les épaules voûtées, vêtu d'une chemise à carreaux délavés et d'un pantalon qui avait connu des jours meilleurs. Il tenait un portefeuille en cuir usé, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il fouillait dans les billets froissés. « Bien sûr, monsieur. De quoi avez-vous besoin ?» Il a pointé du doigt une Corolla bleu garée à la pompe d'axe en grave côté, le réservoir ouvert. J'ai fait le plein, mais quand je suis allé payer, eh bien, il semble que je sois un peu à court. Sa voix trahissait une honte qui m'a brisé le cœur. Ça fait 53 $. J'en ai 41. Je ne sais pas comment j'ai pu me tromper dans mes calculs. Je jetai un œil au tableau de bord de ma voiture. 6h18. Emma me tuerait si j'arrivais en retard. Son père interpréterait cela comme un manque de respect, un manque de caractère, une confirmation de tous les préjugés qu'il avait déjà à mon égard. Mais quand je regardais à nouveau cet homme, je vis mon propre grand-père. J'ai vu les vétérans que je côtoyais tous les jours au centre communautaire où je travaillais. J'ai vu la dignité de quelqu'un qui n'avait probablement jamais demandé d'aide de sa vie. « Ne vous en faites pas », ai-je dit en sortant mon portefeuille. Je paierai la différence. Le soulagement qui a traversé son visage m'a presque fait pleurer. « Non, non. Je ne peux pas accepter. Vous ne me connaissez même pas. Je n'ai pas besoin de vous connaître, » ai-je répondu en tendant ma carte au caissier. Nous avons tous déjà été dans une situation difficile. Pendant que le jeune homme passait ma carte, le vieil homme a posé sa main sur mon épaule. Sa peau était rugueuse, calleuse à force de travailler. « Vous avez bon cœur, jeune homme. Vos parents ont dû bien vous élever. » J'ai senti ma gorge se serrer. « Merci, monsieur. » Il se dirigea vers sa voiture, mais avant de monter, il se retourna une dernière fois. « Comment vous appelez-vous, jeune homme ?»« Jim. Jim Patterson. » Il acquiesça lentement, comme s'il gravait chaque lettre dans sa mémoire. « Jim Patterson. Je m'en souviendrai. » Il quitta lentement la station-service, et je retournai à ma voiture, le cœur encore battant. Non pas à cause de la précipitation, mais à cause de l'étrange sensation que cette rencontre signifiait quelque chose de plus que je ne pouvais comprendre. 6h25. J'avais encore le temps d'arriver à l'heure pour le dîner, mais Emma serait furieuse quand elle saurait que j'avais dépensé de l'argent pour aider un inconnu. Selon elle, ce genre de gentillesse naïve était exactement ce que son père méprisait chez les gens de ma classe sociale. Alors que je roulais dans les rues bordées d'arbres de coral gable, où les manoirs s'élevaient comme des monuments à l'excès, je ne pouvais pas me sortir le visage de cet homme de la tête. Quelque chose dans la façon dont il m'avait regardé, dont il avait répété mon nom, me semblait trop familier pour être une coïncidence. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui vous feront remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les premières impressions. Je suis arrivé chez Emma à 7 heures pile, mais j'avais du mal à me concentrer sur l'imposante façade devant moi. Car, sans le savoir, je venais de rencontrer l'homme qui allait changer ma vie à jamais. Et quand je découvrirai qui il était vraiment le lendemain, je comprendrai que certaines épreuves commencent bien avant que nous réalisions que nous sommes évalués. Le manoir de Richard Blackwood était exactement ce à quoi je m'attendais et ce que je redoutais à la fois. 3 étages de marbre italien, des jardins qui semblaient sortir d'un magazine et une entrée circulaire pouvant accueillir au moins 10 voitures comme la mienne. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors que je venais d'aider un homme qui pouvait à peine payer 53 $ d'essence, je me trouvais maintenant dans un endroit où cette somme ne suffirait même pas à payer le vin servi à l'apéritif. Emma m'attendait à la porte, vêtue d'une robe rouge qui coûtait plus cher que mon salaire mensuel. Ses yeux brillaient de nervosité et,
pour la première fois depuis que nous nous connaissions, elle semblait plus effrayée que moi. « Tu arrives à point nommé », murmura-t-elle en ajustant ma cravate d'un geste rapide et précis. « Papa est de bonne humeur aujourd'hui. Il a conclu une affaire de 50 millions ce matin. » 50 millions. J'ai essayé de ne pas penser aux 12 $ que je venais de dépenser pour aider un inconnu. L'homme qui s'est approché de nous dans le hall d'entrée était imposant d'une manière qui dépassait sa taille physique. Richard Blackwood avait 62 ans, des cheveux gris parfaitement coiffés, un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il dégageait une aura de pouvoir des plus froides. « Alors, c'est vous le célèbre Jim », dit-il en me tendant la main, qu'il serra avec une force calculée. « Emma m'a beaucoup parlé de vous. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Blackwood. » Ses yeux me scrutèrent de haut en bas, comme une machine évaluant une marchandise défectueuse. Le costume qu'Emma m'avait fait acheter, les mots qu'elle m'avait appris à dire, les sujets de conversation que j'avais mémorisés pendant la semaine. Rien de tout cela n'avait d'importance. Je pouvais sentir son jugement se former en temps réel. « Emma m'a dit que vous travailliez dans le secteur social », a-t-il commenté avec le même ton qu'il aurait utilisé pour parler d'une maladie contagieuse. « Oui, monsieur. Je travaille dans un centre communautaire, où j'aide les anciens combattants et les familles en situation de vulnérabilité. » Son sourire s'est rétréci. Admirable. Nous avons tous besoin de nos passe-temps. Passe-temps. Il venait de réduire mon travail, ma vocation, ma raison de me lever chaque jour, à un simple passe-temps. J'ai senti Emma se raidir à côté de moi. En fait, c'est ma carrière principale. Ai-je gentiment corrigé. Je coordonne des programmes de réinsertion sociale depuis 8 ans. Ah. Il acquiesça comme s'il feignait de s'intéresser à un enfant expliquant un dessin griffonné. Et combien cela rapporte-t-il, si je peux me permettre? La question tomba comme une pierre dans une eau calme. Emma murmura mon nom en guise d'avertissement, mais il était trop tard. 42 000 par an, répondis-je d'une voix ferme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard ne put cacher un sourire de satisfaction, comme si j'avais confirmé exactement ce qu'il s'attendait à entendre. Intéressant, murmura-t-il. Emma dépense plus que ça en chaussures. L'humiliation me brûla le visage. À côté de moi, je sentis Emma se faner comme une fleur touchée par le gel. Elle m'avait prévenu, elle avait essayé de me préparer, mais rien n'aurait pu me préparer à la cruauté désinvolte avec laquelle cet homme brisait les gens. Nous sommes allés dîner dans un silence tendu. La table pouvait accueillir 20 personnes, mais nous n'étions que 3, ce qui faisait résonner chaque mot dans la climatisation. Les 5 verres de vin devant moi m'ont troublé, jusqu'à ce qu'Emma me chuchote discrètement lequel utiliser pour chaque plat. « Jim », commença Richard en coupant son filet avec une précision chirurgicale. « Emma m'a dit que vous vous étiez rencontrés lors d'une soirée caritative. Je suppose que vous y travailliez ? » ?»« Non, monsieur. J'étais là en tant qu'invité. Emma et moi avons discuté de littérature. » Il a ri, d'un rire sec et sans humour. « La littérature. Bien sûr. Et dites-moi, quels sont vos projets pour l'avenir? Avez-vous l'intention de continuer ce travail social indéfiniment? » La façon dont il a prononcé les mots « travail social » donnait l'impression que c'était quelque chose de honteux, un choix de vie que les gens sérieux abandonneraient dès qu'ils auraient repris leurs esprits. « J'ai l'intention d'ouvrir mon propre centre dans quelques années, » répondis-je. Il y a un grand besoin dans la communauté latino-américaine de Miami. Beaucoup de familles y arrivent sans ressources et... « Ah, les immigrants » m'interrompit-il, comme si cela expliquait tout. « Il y aura toujours de la pauvreté, Jim. La question est de savoir si nous voulons faire partie de la solution ou perpétuer le problème. » Je sentis ma mâchoire se crisper. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je crois que donner de la dignité et des opportunités aux gens fait partie de la solution. » « La dignité ne paie pas les factures, » répliqua-t-il froidement. « Et elle ne permet certainement pas de subvenir aux besoins d'une famille. Vous comptez subvenir aux besoins de ma fille avec de bonnes intentions ?» Emma laissa échapper un soupir presque inaudible. « Papa, s'il te plaît. C'est une question légitime, ma chérie. Jim semble être un garçon bien intentionné, mais les bonnes intentions ne permettent pas de maintenir le niveau de vie auquel vous êtes habitué. » Je regardai Emma et vis des larmes se former dans ses yeux. À ce moment-là, je compris qu'il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait aussi d'elle. Il s'agissait du contrôle qu'il exerçait sur chaque aspect de sa vie, de la façon dont il utilisait son argent comme un collier invisible. « Monsieur Blackwood, ai-je dit en choisissant soigneusement chaque mot, je respecte vos inquiétudes concernant l'avenir d'Emma. Mais je crois que la valeur d'une personne ne devrait pas être mesurée uniquement à l'aune de son compte en banque. » Il a posé sa fourchette sur la table avec un petit cliquetis métallique qui a résonné comme une sentence. « Comme c'est romantique,
a-t-il dit d'un ton désormais glacial. Et complètement naïf. L'argent ne peut pas acheter le bonheur, Jim, mais il achète la liberté. Il achète des options. Il achète la sécurité. Sans cela, l'amour n'est qu'un joli mot que les gens utilisent pour justifier de mauvaises décisions. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère glaciale. Chaque tentative de conversation était systématiquement démolie par Richard, qui avait transformé le repas en une véritable leçon magistrale sur la manière de faire sentir à quelqu'un qu'il est insignifiant et inadéquat. Lorsque nous nous sommes finalement levés de table, Richard m'a accompagné jusqu'à la porte pendant qu'Emma montait chercher son sac. « Jim, dit-il en posant une main lourde sur mon épaule, tu sembles être un bon garçon. Sincère, travailleur, bien intentionné. Mais ma fille a été élevée d'une certaine manière. Elle a des attentes, des besoins, un style de vie que tu ne peux tout simplement pas lui offrir. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et si elle était prête à renoncer à certaines de ces choses? Il a ri, sincèrement amusé pour la première fois de la soirée. Elle peut le penser, mais crois-moi, ce fantasme ne dure pas. Au premier hiver sans chauffage adéquat, la première fois qu'elle ne pourra pas acheter quelque chose qu'elle veut, la première fois que vous devrez vous soucier de l'argent, elle se souviendra du confort qu'elle a laissé derrière elle. Ces paroles avaient la confiance de quelqu'un qui avait déjà vu ce film et savait exactement comment il se terminait. Emma descendit les escaliers, les yeux rougis mais le maquillage intact. Richard embrassa son front avec une tendresse sincère, le premier moment d'humanité que je lui avais vu manifester de toute la soirée. « Réfléchis à ce dont nous avons parlé, ma chérie, » lui murmura-t-il. « Tu mérites quelqu'un qui puisse t'offrir le monde. » Dans la voiture, pendant les 20 premières minutes, aucun de nous n'a dit un mot. Emma regardait par la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, et je conduisais en pilote automatique, encore en train de digérer l'humiliation systématique que je venais de subir. « Il ne te connaît pas, » a-t-elle finalement murmuré. « S'il te connaissait vraiment. »« Il me connaît suffisamment, » répondis-je. « Il sait que je ne peux pas rivaliser avec ce qu'il offre. » Ce n'est pas une compétition, Jim. Je la regardai et vis la femme que j'aimais lutter contre des années de conditionnement, contre une voix dans sa tête qui lui murmurait les mêmes choses que son père venait de dire à haute voix. « Ah bon ?» demandai-je gentiment. « Parce que ça en a l'air. Et je suis en train de perdre avant même d'avoir commencé. » Elle se mit alors à pleurer, non pas des larmes délicates et silencieuses, mais des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. Je garai la voiture sur le bas-côté et la pris dans mes bras pendant qu'elle s'effondrait. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-elle contre ma poitrine. « Mais moi non plus, je ne veux pas le perdre. » Et là, en serrant dans mes bras la femme que j'aimais pendant qu'elle pleurait, j'ai commencé à comprendre que certaines batailles ne peuvent être gagnées avec de l'amour. Certaines batailles nécessitent des armes différentes. Mais je ne savais pas encore que l'arme la plus puissante était déjà entre mes mains, sous la forme d'un souvenir d'un vieil homme dans une station-service qui connaissait mon nom mieux que je ne l'aurais imaginé. Le lundi suivant, je suis arrivé au centre communautaire d'Overtown avec le goût amer de l'humiliation encore dans la bouche. Le bâtiment de 2 étages, avec sa peinture écaillée et sa climatisation bruyante, ne m'avait jamais semblé aussi petit qu'à ce moment-là. Il était difficile de ne pas comparer les chaises en plastique de la salle de réunion aux fauteuils en cuir italien du manoir Blackwood. « Jim, ça va ?» m'a demandé Maria, notre réceptionniste, quand elle m'a vu passer devant tout le monde sans dire bonjour. « Tu as l'air abattu. »« Je vais très bien. » ai-je menti en fermant la porte derrière moi. En vérité, les paroles de Richard résonnaient dans ma tête comme une musique agaçante que je n'arrivais pas à chasser de mon esprit. 42 000 par an. Et ma dépense plus que ça en chaussures. J'essayais de me concentrer sur les rapports de la semaine, mais toutes les 5 minutes, mon téléphone vibrait avec des messages d'Emma. « Papa ne te connaît pas vraiment. Il changera d'avis quand il te connaîtra mieux. Ne fais pas attention à ce qu'il a dit à propos de l'argent. » Mais je savais qu'elle essayait autant de se convaincre elle-même que de me convaincre. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait évité mon regard pendant tout le petit déjeuner qui trahissait ses propres doutes. Vers midi, ma routine a été interrompue par un coup à la porte. Marcus Thompson, notre plus ancien vétéran de guerre, est entré en boitant, appuyé sur sa canne. À 72 ans, il avait perdu sa jambe droite au Vietnam et sa femme d'un cancer l'année précédente. « Jim, j'ai besoin de te parler. » dit-il en s'asseyant lourdement sur la chaise en face de mon bureau. « Bien sûr, Marcus. Que puis-je faire pour toi ?» Il hésita, regardant ses mains. « C'est à propos du loyer. Le propriétaire l'augmente de 300 $ à partir du mois prochain. Je ne sais pas comment je vais pouvoir payer. » J'ai senti mon estomac se nouer. Marcus ne touchait que 1 100 $ de pension militaire par mois. Une augmentation de 300 $ était dévastatrice. « Nous allons trouver une solution. » ai-je répondu automatiquement,
Mais même en parlant, je savais que nos options étaient limitées. Notre liste d'attente pour un logement subventionné était de 18 mois. Jim, a poursuivi Marcus, la voix légèrement brisée, j'ai combattu pour ce pays pendant 3 ans. J'ai travaillé 40 ans dans l'usine de moteurs. Et maintenant, à 72 ans, je risque de me retrouver à la rue parce que quelqu'un a décidé que ma maison valait plus d'argent. La colère que j'avais ravalée pendant le dîner avec Richard avait enfin trouvé une cible. Était-ce ainsi que fonctionnait le monde? Des hommes comme Marcus, qui avaient tout donné pour leur pays, étaient menacés d'expulsion tandis que des gens comme Richard Blackwood amassaient des millions en spéculant sur l'immobilier? Marcus, donnez-moi quelques jours. Je vais trouver une solution. Après son départ, je suis resté seul avec mes pensées tumultueuses. J'ai appelé 3 organismes de logement, 2 programmes gouvernementaux et une église qui aidait parfois les anciens combattants. Toutes les réponses étaient des variations sur le même thème. Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas de ressources disponibles pour le moment. C'est alors que mon téléphone a sonné. Emma. Jim, je me disais, peut-être pourrais-tu envisager de changer de carrière? Papa connaît plusieurs personnes dans le secteur financier. Avec ton parcours scolaire, tu pourrais facilement obtenir un poste à 6 chiffres. Je suis resté silencieux pendant un moment, réfléchissant à ce qu'elle suggérait. Emma, tu me demandes d'abandonner mon travail. Ce n'est pas abandonner. C'est évoluer. Pense à tout le bien que tu pourrais faire avec plus d'argent. Tu pourrais donner plus, aider plus de gens. Et laisser qui s'occuper des personnes que j'aide déjà. Jim, sois réaliste. Tu as toi-même dit que les ressources sont limitées. Comment peux-tu vraiment faire la différence avec le budget dont tu disposes? L'ironie était cruelle. Au moment même où Marcus avait plus que jamais besoin de mon aide, la femme que j'aimais me demandait d'abandonner des gens comme lui. Emma, c'est ma vocation. C'est qui je suis. Et moi? Où est-ce que je me situe dans tout ça? Tu espères que je vais vivre éternellement comme une étudiante, en colocation, en économisant pour pouvoir aller dîner au restaurant? Pour la première fois, j'entendais la vraie Emma dans sa voix. Pas la femme amoureuse que j'avais rencontrée à la soirée caritative, mais la fille de Richard Blackwood, conditionnée à croire que la valeur humaine se mesure en dollars. Je dois y aller, ai-je dit en mettant fin à l'appel. Cet après-midi-là, en conduisant dans les rues de Miami Beach où Emma vivait, j'ai observé les manoirs qui s'alignaient comme des monuments à l'excès. Chacun d'entre eux coûtait plus cher que ce que notre centre communautaire recevait en 5 ans de dons. Et là, dans ce moment de lucidité amère, j'ai pris une décision. Je n'allais pas changer de carrière. Je n'allais pas devenir une autre version de Richard Blackwood. Mais je n'allais pas non plus continuer à être la victime silencieuse d'un système qui valorise le profit au détriment des personnes. Je me suis arrêté dans un café à Wynwood et j'ai commencé à écrire. Pas un plan de vengeance élaboré, mais une stratégie de survie. Si Richard voulait mesurer la valeur en dollars, je lui montrerais exactement ce que valait la dignité humaine. Première note, rechercher l'historique des affaires de Richard Blackwood. Deuxième, contacter des journalistes qui couvrent le secteur immobilier. Troisième, documenter des cas comme celui de Marcus. Je ne savais pas encore comment je relierais ces points entre eux, mais je savais que Richard avait commis une erreur fondamentale lors de notre dîner. Il avait supposé que je n'étais qu'un jeune idéaliste sans ressources pour le combattre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 8 années passées à travailler avec des vétérans m'avaient appris que les meilleures batailles ne se gagnent pas avec de l'argent. Elles se gagnent avec la vérité, la persévérance et des alliés inattendus. Tout en tapant, je me suis souvenu du vieil homme à la station-service. Sa gratitude sincère, la façon dont il m'avait tenu la main, dont il avait répété mon nom. Dans un monde rempli de Richard Blackwood, il existait encore des gens qui comprenaient la valeur d'un simple geste de gentillesse. Je ne pouvais pas imaginer que, moins de 24 heures plus tard, je découvrirais que cette rencontre fortuite à la station-service allait tout changer. Que l'homme humble que j'avais aidé n'était pas seulement un étranger dans le besoin, mais quelqu'un qui avait le pouvoir de renverser complètement la situation contre Richard Blackwood. Et lorsque cette révélation serait faite, je comprendrais enfin que parfois, l'univers a un sens de la justice poétique qui surpasse même les plans de vengeance les plus élaborés. Pour l'instant, j'avais du travail à faire. Et tout un système à défier. J'ai passé toute la journée de mardi au centre communautaire, mais mon esprit était ailleurs. Entre l'accueil des anciens combattants et l'organisation des dons, je faisais discrètement des recherches sur Richard Blackwood sur mon téléphone. Ce que j'ai découvert m'a amené à me demander si Emma connaissait vraiment l'homme qu'elle appelait son père. Richard Blackwood Développement avait bâti son empire en achetant des propriétés dans les quartiers historiques de Miami, en expulsant les familles à faible revenu et en transformant le tout en copropriété de luxe. En 15 ans, il avait gentrifié 3 quartiers entiers, toujours selon le même schéma. Acheter à bas prix,
faire pression sur les anciens résidents pour qu'ils partent et revendre à prix d'or à des investisseurs. Jim, tu sembles distrait aujourd'hui, remarqua Maria alors que nous trions les dons de vêtements. Tout va bien. Je vais bien, je réfléchis juste à certaines choses. Mais tout n'allait pas bien. Plus je lisais d'articles sur Richard, plus je m'indignais. Il y avait un article datant de 2 ans sur une famille de vétérans expulsés d'une maison qu'elle occupait depuis 20 ans. La propriété avait été vendue à Blackwood Development pour une bouchée de pain, démolie et transformée en parking pour un centre commercial. Mon téléphone vibra. C'était encore Emma. Jim, papa veut nous inviter à dîner à nouveau vendredi. Il dit qu'il a peut-être une proposition intéressante à te faire. Une proposition. Comme si j'étais un produit négociable. Quel genre de proposition? Ai-je répondu par SMS. Il connaît des gens dans le secteur financier. Des postes bien rémunérés. Jim, cela pourrait être notre chance. Notre chance de quoi? Que je devienne un autre Richard Blackwood, mesurant la valeur humaine en dollars. Pendant le déjeuner, j'ai décidé d'appeler Tom Rodriguez, un journaliste d'investigation du Miami Herald qui couvrait la corruption immobilière. Je connaissais Tom depuis l'université, où nous avions étudié ensemble avant de suivre des chemins différents. Jim Patterson, a dit Tom lorsqu'il a répondu. Ça fait combien de temps? 5 ans? À peu près. Tom, j'ai besoin d'une faveur. As-tu déjà enquêté sur Blackwood Development? Il y eut un silence. Richard Blackwood, pourquoi veux-tu savoir? C'est compliqué. Disons que j'ai un intérêt personnel dans cette affaire. Jim, mec, Blackwood est intouchable. Il a des avocats qui coûtent plus cher à l'heure que mon salaire mensuel. Et des relations politiques qui remontent jusqu'à Washington. Qu'est-ce que tu mijotes? Rien pour l'instant. Je veux juste comprendre comment il fonctionne. Tom soupira. Écoute, entre nous, j'ai déjà essayé de mener l'enquête sur lui à 3 reprises ces dernières années. Chaque fois que je touche au but, mes rédacteurs en chef reçoivent des appels. On fait pression sur eux pour qu'ils se concentrent sur d'autres sujets. Blackwood a mis en place un système très bien organisé pour faire taire les critiques. Quel genre de système? Des dons aux journaux, des publicités stratégiques, des faveurs aux rédacteurs en chef. Rien d'illégal, mais efficace. Il achète le silence sans se salir les mains. Je raccrochais avec plus d'informations que je n'en attendais. Richard n'était pas seulement cruel, il était systématique. Il avait construit une machine pour protéger sa réputation tout en détruisant des vies. Cet après-midi-là, alors que j'aidais Marcus à remplir des formulaires pour obtenir un logement subventionné, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Marcus avait mentionné que le propriétaire qui avait augmenté son loyer vendait à une société de promotion immobilière. Et si? Marcus, vous vous souvenez du nom de la société qui a acheté votre immeuble? Il a réfléchi un instant. Quelque chose avec Black dans le nom. Blackwood, je crois. Mon sang se glaça. Richard Blackwood n'était pas seulement l'homme qui m'avait humilié lors d'un dîner. Il expulsait activement des gens comme Marcus, des vétérans qui avaient servi leur pays et qui avaient désormais du mal à survivre. Marcus, avez-vous conservé des documents relatifs à la vente? J'ai quelques papiers chez moi. Pourquoi? Pouvez-vous me les apporter demain? Je pense pouvoir vous aider plus que je ne le pensais. Ce soir-là, Emma s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Elle pleurait, son maquillage était coulé, elle tenait une bouteille de vin à moitié vide. Ma mère m'a appelé aujourd'hui, dit-elle en se jetant sur mon canapé. Elle m'a dit que papa enquêtait sur toi. Il vérifie ton passé, tes finances, tes amis. Enquête comment? Je ne sais pas exactement. Mais il a engagé quelqu'un pour découvrir des choses. Jim, il essaie de trouver quelque chose pour me convaincre de te quitter. J'ai senti la colère monter en moi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a regardé avec ses yeux rougis. Je lui ai dit que je me fichais de ce qu'il trouverait. Que je t'aimais indépendamment de ton passé ou de ton compte en banque. Et lui? Il a ri. Il a dit que l'amour ne payait pas les factures de chirurgie esthétique ou les frais de scolarité dans une école privée pour ses petits-enfants. J'ai pris Emma dans mes bras pendant qu'elle pleurait, mais une partie de moi s'est déconnectée émotionnellement. Pour la première fois, j'ai pu voir clairement notre situation. Il ne s'agissait pas seulement de l'acceptation de Richard. Il s'agissait du choix d'Emma entre 2 mondes inconciliables. Emma, si tu devais choisir entre moi et l'approbation de ton père, que ferais-tu? Elle a cessé de pleurer et m'a regardé, la question suspendue dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Pourquoi me fais-tu choisir? Parce que ton père a déjà fait son choix. Il ne m'acceptera jamais, quoi que je fasse.
La question est de savoir si tu peux vivre avec cette réalité. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a enfin parlé, sa voix était presque un murmure. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Après son départ, je me suis assise à ma table à manger avec une tasse de café et j'ai commencé à organiser tout ce que j'avais découvert sur Richard. S'il voulait enquêter sur ma vie, je ferais de même avec la sienne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un document détaillé. Propriétés acquises, familles expulsées, connexions politiques, méthode de musellement de la presse. Chaque information était une pièce d'un puzzle plus grand. Vers minuit, je me suis souvenu de l'homme à la station-service. Sa gratitude sincère, la façon dont il m'avait tenu la main, dont il avait répété mon nom comme s'il était important. Dans un monde rempli de Richard Blackwood, ce moment d'humanité simple m'avait donné de l'espoir. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à taper un message à Tom. Tom, et si je te disais que j'ai accès à des informations internes sur les pratiques douteuses de Blackwood Développement? Des informations que tes rédacteurs ne pourraient pas ignorer? La réponse est arrivée en 3 minutes. Quel genre d'informations? Des vétérans systématiquement expulsés. Une possible manipulation des contrats de logement subventionnés. Et une pratique systématique d'intimidation juridique à l'encontre des familles vulnérables. Jim, c'est grave. Tu as des preuves? Pas encore. Mais j'en aurai. Si vous suivez cette histoire d'un homme qui se bat contre un système corrompu, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment la justice arrive parfois par les voies les plus inattendues. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. Dehors, Miami dormait sous les néons et les rêves de richesse facile. Mais quelque part dans cette ville, un vieil homme dormait paisiblement, sans savoir que notre brève conversation à la station-service avait semé les graines de quelque chose de beaucoup plus grand. Car pendant que Richard Blackwood dormait dans son manoir, protégé par ses avocats et ses relations, j'étais éveillé, en train de planifier. Et lorsque le soleil se lèverait, il commencerait à découvrir que certaines personnes ont beaucoup plus de pouvoir qu'elles n'en ont l'air. Et parfois, aider un inconnu dans une station-service peut changer le destin de toutes les personnes impliquées d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. Le mercredi matin, Marcus est arrivé au centre communautaire avec un dossier jauni sous le bras et une expression mêlant espoir et désespoir. Les documents qu'il avait apportés ont confirmé mes pires craintes. Blackwood Développement avait systématiquement acheté 17 propriétés dans des quartiers de vétérans au cours des 2 dernières années, en utilisant toujours la même stratégie d'augmentation abusive suivie d'expulsion forcée. « Jim, j'ai trouvé autre chose », dit Marcus en sortant un papier du fond de son dossier. « Une lettre qui est arrivée hier. Il m'offre 500 $ pour que je parte volontairement avant vendredi. 500 $. Pour un homme qui a perdu une jambe en défendant son pays, qui a travaillé 40 ans en payant ses impôts, et qui dépendait désormais de 1100 $ par mois pour survivre. Cette cruauté désinvolte me fit serrer les poings. « Marcus, tu me fais confiance. » Il acquiesça sans hésiter. « Alors ne signe rien. Et prépare-toi, car les choses vont devenir intéressantes. » J'ai passé l'après-midi à appeler tous les anciens combattants que je connaissais, documentant des cas similaires. Le schéma était clair. Richard identifiait des propriétés appartenant à des personnes âgées ou à des anciens combattants, les achetait par l'intermédiaire d'agents immobiliers, augmentait les loyers au-delà du supportable et offrait des sommes dérisoires pour des départs volontaires. Tom Rodriguez est arrivé au centre à 5 heures de l'après-midi, l'air sombre. Il avait apporté un appareil photo et un enregistreur numérique. « Jim, c'est plus grave que je ne le pensais », dit-il en étalant des documents sur mon bureau. J'ai pu le confirmer grâce à des sources au sein du département du logement. Blackwood Développement a expulsé plus de 200 familles au cours des 3 dernières années. Des vétérans, des personnes âgées, des familles monoparentales. Toujours les plus vulnérables. Et tu peux publier ça. Avec les bonnes preuves, oui. Mais j'ai besoin de quelque chose que mes rédacteurs en chef ne pourront pas ignorer. Quelque chose qui transformera ça en scandale national, pas seulement local. C'est alors que mon téléphone a sonné. Emma. Jim. Papa veut dîner avec nous demain. Il dit qu'il a une proposition qui va changer notre vie. Une proposition. Le jour même où les documents d'expulsion de Marcus allaient expirer. Emma, j'ai besoin de te demander quelque chose. Tu es au courant de toutes les affaires de ton père? Bien sûr que non. Pourquoi? Et si je te disais qu'il expulse des vétérans de guerre pour construire des condominiums de luxe? Silence. Puis, sa voix, incertaine. Jim, ne commence pas avec tes théories du complot. Ce n'est pas une théorie. J'ai des documents. Mon père ne ferait pas ça. Il est beaucoup de choses, mais il n'est pas cruel avec les anciens combattants. J'ai raccroché, sachant qu'Emma était aussi naïve que je l'avais été sur la véritable nature de Richard. La différence,
c'est que j'avais vu la vérité. Elle choisissait encore de croire aux mensonges. Le jeudi soir, je suis arrivé au manoir Blackwood avec un discret porte-documents sous le bras. Emma m'attendait à la porte, nerveuse mais souriante. « Papa est impatient de te parler », m'a-t-elle dit en ajustant ma cravate. Il passe ses journées à parler des opportunités dans le secteur financier. Richard m'a reçu dans son bureau cette fois-ci, un environnement encore plus intimidant que la salle à manger. Des étagères en acajou allant du sol au plafond, des diplômes encadrés, des photos de lui serrant la main de politiciens et de célébrités. Et au centre, un bureau où étaient probablement signés des contrats qui changeaient des vies. « Jim, asseyez-vous », m'a-t-il dit en me montrant un fauteuil en cuir. « Je voudrais te faire une offre. » Je m'assis, tenant le dossier sur mes genoux. J'ai parlé à quelques contacts dans le secteur financier. Il y a un poste vacant dans une société de courtage. Salaire de départ de 120 000, plus commission. En 2 ans, tu gagnerais facilement 300 000. 300 000. Cette fois mon salaire actuel. Et que devrais-je faire? Vendre des placements. Tu es instruit, tu t'exprimes bien, tu inspires confiance. Et le mieux, c'est que tu travaillerais avec des gens comme nous. Des gens qui comprennent comment le monde fonctionne vraiment. Des gens comme nous. Il s'est penché en avant, l'air complice. Jim, tu sembles trop intelligent pour perdre ton temps avec des perdants. Les vétérans, les familles dysfonctionnelles, les toxicomanes en voie de guérison, ces gens-là ne changeront jamais. On ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Et si j'aime mon travail actuel? Richard rit, ce rire sec que j'apprenais à détester. Aimer ne paie pas les factures. Et franchement, Jim, ce n'est pas viable. Comment comptez-vous subvenir aux besoins d'Emma avec 42 000 $ par an? Comment comptez-vous lui offrir la vie qu'elle mérite? C'était mon signal. J'ai ouvert le dossier et posé les documents sur son bureau. Richard, avant de répondre, j'aimerais que vous regardiez ça. Il a baissé les yeux vers les papiers et son expression a progressivement changé. D'abord de la confusion, puis de la reconnaissance, enfin une froideur calculée. Où avez-vous trouvé ça? Registre public. Document d'expulsion. Contrat d'achat et de vente. Tout est légal, tout est accessible à ceux qui savent où chercher. Il feuilleta lentement les documents, son esprit calculant clairement les implications. Et qu'est-ce que cela prouve exactement, selon vous? Cela prouve que vous expulsez systématiquement des vétérans de guerre pour construire des propriétés de luxe. Cela prouve que votre richesse est bâtie sur la souffrance de personnes qui ont servi ce pays. Richard se cala dans son fauteuil, le regard désormais glacial. Jim, vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde. Ces vétérans finiront de toute façon dans la rue. Au moins, ils reçoivent un peu d'argent avant de sombrer inévitablement à nouveau. La cruauté désinvolte de cette déclaration me coupa le souffle. Richard, vous parlez d'êtres humains. Je parle de la réalité économique. Et apparemment, vous avez besoin d'une leçon à ce sujet. Il appuya sur un bouton du téléphone. Envoyez Monsieur Harrison ici. 2 minutes plus tard, un homme en costume entra dans le bureau. Grand, les cheveux gris, une posture militaire indéniable. Jim, dit Richard avec un sourire cruel, je voudrais te présenter William Harrison, mon conseiller en sécurité. Ancien colonel de l'armée, spécialiste en résolution de problèmes. Harrison me regarda d'un œil froid. Monsieur Patterson, c'est ça? J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à des affaires qui ne vous regardent pas. En fait, dit une voix familière depuis la porte, je pense qu'ils le sont tout à fait. Nous nous sommes tous retournés. À l'entrée du bureau se tenait le vieil homme de la station-service. Mais maintenant, vêtu d'un costume impeccable, le dos droit, les yeux brillants d'une autorité que je n'avais pas remarquée auparavant, il semblait être une personne complètement différente. Richard pâlit comme s'il avait vu un fantôme. Sénateur Hutchinson, balbutia-t-il. Je ne savais pas que vous étiez en ville. Sénateur. L'homme que j'avais aidé à la station-service était un sénateur. Le sénateur s'approcha de moi et me tendit la main. Jim Patterson. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Même si, à l'époque, je ne me suis pas présenté correctement. Je lui serrai la main, encore en train d'assimiler cette révélation. Sénateur Robert Hutchinson, dit-il à mon intention. Président de la commission sénatoriale des anciens combattants. Et Richard, dit-il en se tournant vers mon hôte, qui semblait désormais recroquevillé sur sa chaise, il semble que nous ayons beaucoup de choses à discuter. Le changement d'atmosphère fut instantané. Harrison recula discrètement. Richard tenta de retrouver son sang-froid, mais sa voix tremblait légèrement. Sénateur, quel plaisir de vous voir.
Si j'avais su que vous veniez. Ne vous inquiétez pas, Richard. Il s'agit d'une visite officielle. Le sénateur regarda les documents éparpillés sur la table. Je vois que M. Patterson a déjà commencé à documenter ses opérations immobilières. Richard suivit son regard et son visage pâlit encore davantage. Sénateur, je peux vous expliquer. Je n'en doute pas. Et vous en aurez l'occasion. Ma commission va ouvrir une enquête officielle sur les pratiques abusives à l'encontre des anciens combattants dans la région de Miami. Il semble que Blackwood Développement sera notre premier cas d'étude. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je voyais Richard calculer frénétiquement, cherchant une issue qui n'existait pas. « Jim, » dit le sénateur en se tournant vers moi, « c'est 53 $ que vous avez payé lundi ? Compte tenu des circonstances, je pense que c'est le meilleur investissement que quelqu'un ait jamais fait dans la ville de Miami. » Richard regarda tour à tour le sénateur et moi, comprenant enfin. « Vous aviez prévu cela ?» Le sénateur sourit gentiment. « Jeune homme, quand on vit aussi longtemps que moi, on apprend à reconnaître le vrai caractère quand on le voit. Et on apprend aussi que parfois, la meilleure façon de dénoncer la corruption est de se faire passer pour une victime. Vous enquêtiez sur lui depuis le début. Depuis des mois. Mais j'avais besoin de quelqu'un qui ait un accès direct, quelqu'un en qui je pouvais avoir entièrement confiance. Quelqu'un qui fasse preuve d'un caractère qui ne peut être acheté ou intimidé. Je regardais Richard, qui transpirait visiblement à présent. Et maintenant ? Le sénateur a consulté sa montre. Maintenant, Richard, vous avez jusqu'à vendredi pour annuler toutes les expulsions en cours des anciens combattants. Jusqu'à lundi pour créer un fonds d'indemnisation pour les familles déjà expulsées. Et jusqu'à la fin du mois pour comparaître devant ma commission à Washington afin d'expliquer exactement comment vous avez bâti votre fortune. Et si je refuse, alors nous découvrirons ensemble si la prison fédérale dispose de logements adaptés aux promoteurs immobiliers corrompus. Richard ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Sénateur, nous pourrions peut-être trouver un accord. L'accord, Richard, c'est que vous fassiez ce qui est juste. Pour la première fois depuis des années. À ce moment-là, Emma apparut à la porte du bureau. Papa, le dîner est... Jim, sénateur Hutchinson, que se passe-t-il ici? Le sénateur la regarda avec compassion. Mademoiselle Blackwood, votre père et moi discutions de votre future participation à nos efforts pour protéger les vétérans américains. N'est-ce pas, Richard? Richard acquiesça misérablement. Emma regarda d'un air confus les deux personnes, sentant clairement qu'elle avait manqué quelque chose d'important. Mais je savais que les explications viendraient plus tard. Pour l'instant, je savourais l'expression sur le visage de Richard Blackwood, l'expression d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait tout perdu en sous-estimant la bonté d'un étranger. Et que parfois, juste parfois, l'univers avait un sens parfait de la justice poétique. 3 mois plus tard, Richard Blackwood était assis dans une salle d'audience à Washington, transpirant sous les projecteurs des caméras de télévision. La commission sénatoriale des affaires des anciens combattants était devenue un cauchemar public pour lui. Monsieur Blackwood, dit le sénateur Hutchinson avec une autorité sereine, 17 familles d'anciens combattants ont été expulsées en 6 mois. Comment justifiez-vous cela? Richard marmonna quelque chose à propos de pratiques commerciales courantes, mais ses paroles se perdirent dans le brouhaha indigné d'une salle bondée d'anciens combattants et de journalistes. Marcus était au premier rang, vêtu de sa seule chemise habillée, sa médaille militaire brillant sur sa poitrine. Lorsque nos regards se sont croisés, il m'a fait un signe de tête reconnaissant. Emma m'avait quitté 2 semaines après la révélation. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui a détruit mon père, m'avait-elle dit, même si nous savions tous que Richard s'était détruit lui-même. Monsieur Patterson, m'a interpellé le sénateur en tant que témoin principal, pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Monsieur Blackwood? J'ai raconté cette soirée humiliante, chaque mot cruel que Richard avait prononcé sur les vétérans, les qualifiant de perdants voués à l'échec. Le silence dans la salle était absolu. À la fin de l'audience, Richard a perdu tous ses contrats gouvernementaux. Son entreprise a fait faillite en 2 mois. Les propriétés ont été transférées à un fonds de logement pour anciens combattants. Marcus a non seulement récupéré sa maison, mais aussi reçu une indemnisation qui lui a assuré un confort jusqu'à la fin de sa vie. Quant à moi, le sénateur m'a offert un poste de conseiller fédéral pour les questions relatives aux anciens combattants. Il a triplé mon salaire et m'a donné les moyens d'aider des milliers de personnes. Jim, m'a dit le sénateur après la dernière audience, ces 53 $ ont vraiment été le meilleur investissement de l'histoire américaine. 6 mois plus tard, j'ai inauguré le Hutchinson Center for Vétérans à Miami, un complexe de logement et de réinsertion qui accueillait 500 familles. Richard est venu à la cérémonie, amaigri,
les cheveux gris, au volant d'une berline d'occasion. Il m'a observé de loin pendant toute la cérémonie, mais ne s'est pas approché. Lorsque nos regards se sont croisés pour la dernière fois, je n'ai plus vu l'homme arrogant qui m'avait humilié lors de ce dîner. Je n'ai vu qu'un homme qui avait tout perdu pour avoir confondu richesse et valeur. Emma était là aussi, travaillant comme bénévole. Nous n'avons pas parlé, mais nous avons échangé un regard complice. Certaines leçons ne s'apprennent que lorsque l'on perd ce que l'on croyait essentiel. Ce soir-là, en regardant les anciens combattants entrer dans leur nouveau foyer, je me suis souvenu des paroles de Richard. On ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Il avait tort. Pas au sujet des personnes que j'aidais, mais au sujet de lui-même. Pendant mon discours, j'ai regardé l'auditoire rempli de familles qui avaient désormais retrouvé l'espoir et j'ai dit « Parfois, un petit geste de gentillesse au bon moment peut changer le destin de centaines de personnes. » Si cette histoire sur la façon dont la gentillesse peut vaincre la cruauté vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la justice, la vengeance et la transformation qui vous redonneront foi en l'humanité. Car au final, j'ai découvert que la meilleure vengeance n'est pas de détruire son ennemi, mais de construire quelque chose de si beau que sa cruauté devient insignifiante. Richard a essayé de m'apprendre que l'argent vaut plus que la décence. Au lieu de cela, j'ai appris que la décence construit des richesses que l'argent ne peut jamais acheter. Rankeando me chupa un huevo lo que pasa en la partida. No, a mí rankeando me enoja, boludo. En tu chat. Es que tengo el escudo activado. Ah, no. Qué bonita, güey. ¿Qué le damos a Elec? Sub, no, sub no. VIP, mod o nada. Tu top 5 players de Minecraft con más aura. A ver cuál es. Con más aura. ¿Vos qué opinas, Mati? Sprint, el conto de cine y Christian. La verga. Banca en chat. Me va a tener que llamar senpai. Qué raro que. No sé. Banco, dice. Pero no puedo poner escoria. Es que tengo un escudo, para ahí lo saco. Escudo. A ver, sacamos el lenguaje ofensivo. Sin filtros. Acoso. Puede ser acoso también, sin filtro. Misoginia. La única que no tenía en sin filtro era raza, etnia o religión. ¿Viste que Sprint sacó un alfajor ahora? ¿Y qué tal está? Ah, no sé, no, acá no llegó todavía. A la verga. Yo sé que muchos youtubers hicieron video probando, pero no. ¿Y probaron la pasta base o no? También. Sí. Ah. Supuestamente está bueno el alfajor de Sprint. Yo la verdad que por el packaging no tiene buena pinta. El packaging es horrible, boludo. Es color. Vos decime, ¿quién carajo compra un alfajor naranja? Naranja y rojo. Naranja y rojo. Naranja rojo, ¿quién compra ese packaging? Horrendo. No sé. La verdad que una verga. Capaz que está rico. Yo lo comería un alfajor de bondiola. Re raro. Está rico. Obvio. Pero tipo, Yo, no sé. vos me bancás, no sé si vos probaste el alfajor ese que es re de tía. ¿Cuál? Light. El que tiene El de galletita de arroz.
Ah, sí, no, no sé. Eso compró mi mamá. ¿No bancas? ¿No te gusta? No sé. Es como seco. ¿O no? Sí, es seco, pero... Es como medio sequito, no. No sé. Ah, viva, haceme mod. Me... Uy. ¿Vos te gusta el de maicena? ¿De medicina? A mí me encanta la medicina, sí, sí, sí. A mí me hace mal, boludo. Tengo un... Hola, Easy... No, ¿Qué onda de Early la Club. pastilla? ¿O Ya quisiera. Qué guay, estoy hablando de pasta base. ¿Qué onda, guasiño? Vas a pelear, panocha de mierda y me meto clic. Hola, Adrián. La escucho decir cosas peores. ¿Pero qué dije de malo? Me llama raro o enfermo. Porque le dijiste, dijiste que te digan senpai, eso es muy raro. ¿Qué onda, Aren?